Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle webconférence où nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui vous questionne, c'est comment comprendre le calcul de la plus-value immobilière pour les loueurs en meublé depuis sa réforme. Avant cela, je voudrais que vous me confirmiez que le son est bon de votre côté. Je vous laisse me l'indiquer en commentaire s'il vous plaît. Oui, tout est OK. Parfait. Merci beaucoup pour cette confirmation. Alors, vous êtes très nombreux aujourd'hui, comme d'habitude. D'ailleurs, merci pour votre fidélité. Je souhaiterais qu'on s'organise concernant les questions-réponses. Vous savez qu'en principe, on aborde la thématique pendant une vingtaine de minutes et on laisse place aux questions-réponses. Afin de pouvoir répondre à la majorité des questions posées, il y a un onglet qui est dédié aux questions. S'il vous plaît, j'aimerais beaucoup que vous utilisiez cet onglet-ci parce que c'est celui-ci que je vais regarder à la fin pour pouvoir vous répondre. Donc, merci d'utiliser cet onglet et nous allons démarrer ensemble la conférence. On laisse les personnes, on sait qu'il y a encore des personnes qui sont en train de se connecter. Je vois le nombre de participants grimper. Je vais en profiter pour vous présenter rapidement Amaris pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Amaris Group, c'est un groupe d'expertise comptable qui accompagne dirigeants d'entreprises et investisseurs. Nos dirigeants, nous les accompagnons par la partie expertise comptable des TPE, PME chez Amaris Contact et Amaris Direct, mais aussi les TPE ou les ETI qui ont besoin de nous confier la paye ou les RH sur la partie TPL Pay. Et enfin, la filiale qui nous réunit aujourd'hui, Amarissimo, qui est notre cabinet d'expertise comptable dédié aux investisseurs immobiliers. Chez Amaris, aujourd'hui, c'est 40 000 clients, c'est 600 nouvelles créations d'entreprises par an, 21 bureaux et une structure, donc celle qui nous réunit, Amarissimo, qui, elle, accompagne 30 000 clients. 550 nouveaux clients nous rejoignent chaque mois pour à peu près 45 000 logements. Nous accompagnons des loueurs en meublé, alors sous toutes ces formes, ça c'est très important de le préciser, loueurs en meublé en résidence de service, loueurs en meublé traditionnel, location meublée Airbnb, location para-hôtelière, la location mobile également, je pense aux biens meubles comme les mobil-homes. Donc, on a vraiment une très grosse expertise sur la partie location meublée. Sur la partie revenus fonciers, donc ce sont plutôt des clients qui ont investi dans des dispositifs nécessitant une réduction d'impôts. Et donc type Pinel, Malraux, Monuments historiques, qui cherchent à sécuriser la déclaration de leurs revenus locatifs pour bénéficier de la réduction d'impôts associée à leur investissement. Et enfin, comme nous avons des activités pluridisciplinaires au sein du groupe, nous accompagnons les créations de sociétés, les gestions comptables type SCI, SARL de famille. Et actuellement, nous travaillons beaucoup sur le nouveau sujet qui est la constitution de SCI dans le cadre de dispositifs d'investissement LLI, donc location à loyer intermédiaire. Voilà pour la présentation, place au sujet. Nous allons donc aborder ensemble et rappeler aussi le contexte de l'intérêt de la location meublée avec les étapes parce que dans les participants, on va avoir des niveaux très différents les uns des autres. Donc, on va rappeler l'intérêt de la location meublée, pourquoi en tout cas les investisseurs ont choisi la location meublée ou les professionnels ont conseillé la location meublée à leurs clients, comment est calculée la plus-value en location meublée, quels sont les amortissements qui sont pris en compte. On va parler d'exemples et je ne manquerai pas de vous rappeler quelques cas d'exonération. Alors, pourquoi avez-vous choisi la location meublée? Ça me semble assez important de se rappeler l'intérêt de la location meublée au démarrage de cette webconférence parce qu'aujourd'hui, la réforme du calcul de la plus-value parfois peut interroger certains d'entre vous et donc être amené à remettre peut-être en question aussi la location meublée. Donc ça, c'est vraiment important pour vous
recontextualiser et se dire pourquoi on a pris cette décision à un instant T. Alors d'abord, je rappelle que la location meublée, pour vous, elle a des intérêts, notamment dans la souplesse de la gestion locative, dans le fait de venir sécuriser les revenus locatifs, notamment avec un bail plus adapté et sécurisant. Alors pour ceux qui gèrent en direct, oui, parce que vous avez plus de flexibilité et la possibilité de venir résilier votre contrat tous les ans. Et pour ceux qui ont choisi la location meublée en résidence de service, c'est un bail qui vous offre aussi plus de sécurité puisque votre locataire est un gestionnaire exploitant et donc qui s'est engagé avec vous pour à minima 9 ans. Donc tout repose sur la qualité du gestionnaire exploitant, mais en tout cas, c'est un confort de gestion pour vous. C'est aussi souvent plus de rentabilité, notamment pour ceux qui gèrent en direct, parce qu'on va pouvoir appliquer un complément de loyer sur les territoires encadrés, notamment. On va également constater un loyer qui est en général 10 à 30% plus cher. Alors ça, ce n'est pas toujours une vérité, ça va vraiment dépendre des territoires et de la stratégie locative de l'investisseur. Mais en tout cas, on constate malgré tout qu'on a une hausse de loyer quand on est en location meublée en principe. Et surtout, ce qui vient évidemment améliorer la rentabilité, c'est les revenus non fiscalisés. Donc tout ça en fournissant un contrat adapté et du mobilier, eh bien vous avez une solution qui est un investissement locatif plutôt rentable, voire très rentable pour certains d'entre vous. Rappel pour les fondamentaux de la location meublée, dès lors que vous réalisez cette activité, vous devez préalablement, obligatoirement vous immatriculer. Je pense surtout aux loueurs qui sont au régime du micro aujourd'hui, qui ne font pas cette étape-ci. Attention, désormais, vous avez un espace qui s'appelle « Mes biens immobiliers » et sur cet espace-ci, vous devez obligatoirement indiquer votre mode de location. Et dans votre mode de location, quand vous renseignez location meublée, on vous demande bien votre numéro de sirène. Donc, si vous ne l'avez pas, eh bien, vous ne l'avez pas complété et vous êtes tout simplement en train de dire à l'administration fiscale que vous n'avez pas réalisé cette démarche. Faites attention, tôt ou tard, ils vont vous revenir sur ce point-ci. Ça me semble évident. Quand vous immatriculez votre activité, donc on s'enregistre, on précise qu'on est un loueur en meublé, puisqu'en fait, comme on déclare ses revenus dans une catégorie qui sont des bénéfices industriels et commerciaux et non des revenus fonciers, eh bien évidemment, on doit préalablement réaliser cette démarche. Et au moment où on réalise cette démarche, on doit choisir son option fiscale. On choisit entre le régime du micro-BIC ou le régime réel. Mais attention, ce choix s'offre uniquement aux personnes seules ou aux couples mariés sous le régime de la communauté, mais ne peut pas s'appliquer aux indivisions, ni aux couples mariés sous le régime de la séparation, ni aux titulaires de PACS qui sont soit sous le régime de la séparation ou l'indivision. Donc, attention, ça c'est quand même un point qui est extrêmement important puisqu'on a énormément de régularisation sur ces sujets. L'option pour le régime du micro, c'est uniquement pour les personnes seules ou les couples mariés sous le régime de la communauté. Allez, maintenant qu'on a fait, on a introduit, on a rappelé les avantages et les raisons pour lesquelles vous en êtes arrivé ou vous pensez choisir la location meublée, eh bien, comprenons l'impact de la réforme, comment elle va impacter les loueurs en meublé. Enfin voilà, qu'est-ce que ça vient changer concrètement avec des exemples concrets. Eh bien, tout simplement, vous savez que quand on calcule une plus-value, aujourd'hui, c'est le prix de vente qui est déduit du prix d'achat. Votre prix d'achat est souvent majoré des frais de notaire ou des travaux, sauf lorsqu'ils ont déjà été déduits. Eh bien, en location meublée, on va, en plus de ça, sur son prix d'achat, venir le minorer des amortissements qui ont été déduits. Et vous allez voir pourquoi je parle de déduction. C'est un sujet qui est extrêmement important puisque ça change tout concernant l'impact sur la plus-value. Je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. Donc, j'ai mon prix de vente, j'ai un prix d'achat moins les amortissements qui ont été déduits et ça, c'est ma base de calcul pour ma plus-value. Attention, cette modalité, elle s'applique pour les locations meublées traditionnelles. Pour les locations, alors traditionnelles, c'est ce que j'appelle les biens d'habitation meublés que vous pouvez réaliser vous-même ou vous confier en gestion locative à un tiers, qu'il s'agisse de colocation ou autre. C'est vraiment le modèle de la location meublée traditionnelle.
Vous êtes concerné aussi si vous êtes en location Airbnb, dès lors que vous ne proposez pas 3 des 4 services. Hein, donc, on est bien en location meublée sans service proposé. Et lorsque vous êtes en location meublée aussi sur les baux mobilités. Ainsi que sur les logements situés dans des résidences de tourisme ou de tourisme d'affaires. Mais vous n'êtes pas concerné par cette réforme, et ça c'est extrêmement important, si vous êtes dans une résidence service étudiante, senior ou EHPAD. Donc, le principe de la résidence service, c'est que vous avez acheté un bien. Quand vous avez acheté un bien, vous avez aussi signé un bail commercial avec un exploitant et c'est l'exploitant qui se charge de louer votre logement. Dans ce cadre-là, les résidences étudiantes, seniors, EHPAD ne sont pas concernées par la réintégration des amortissements. C'est une volonté évidemment d'inciter en fait nos investisseurs à aller sur ce type de modèle, ce mode d'investissement. Et donc, c'est une incentive supplémentaire pour ces investisseurs qu'a souhaité, en tout cas, maintenir le gouvernement. Maintenant, comment se passe le calcul d'une plus-value? Ça aussi, on est obligé de revenir sur les fondamentaux pour que ce soit clair pour vous. Vous avez donc ce montant qui va être défini, votre base de calcul de plus-value ici. Et sur cette base, vous allez avoir un impôt de 19% et des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Si cette plus-value est supérieure à 50 000 €, elle va aussi être majorée selon une grille que vous voyez ici. Excusez-moi, le titre n'est pas abattement et prélèvements sociaux, c'est le montant de la plus-value et les modalités de calcul de cette imposition supplémentaire pour les plus-values supérieures à 50 000 €. Donc, si vous aviez une plus-value nette de 100 000 €, eh bien, vous avez bon an, mal an, une taxation de 38 700 €. Ça, c'est le principe de base. Mais sur cette plus-value, vous pouvez profiter d'abattements pour durée de détention. Ces abattements de durée de détention, elles vont s'appliquer à partir de la 6e année jusqu'à la 22e année pour la partie impôt sur la plus-value. Et pour la partie prélèvements sociaux, donc les 17,2, c'est aussi à partir de la 6e année jusqu'à la 30e année. Et au-delà, vous profitez d'exonération. Concrètement, je n'ai pas précisé ici que, évidemment, lorsqu'on vend un bien, on peut parfois aussi profiter d'exonération au-delà des durées d'abattement. Ça va être le cas d'une vente, par exemple, d'un investissement locatif dans le cadre d'une volonté de rachat de sa résidence principale sous réserve de ne pas avoir été propriétaire préalablement d'une résidence principale. De mémoire, c'est les 4 précédentes années. Il y a d'autres cas également qui vont nous permettre de sortir de l'exonération de la plus-value. Je ne suis pas rentrée dans ce type de détails puisque la majorité de nos investisseurs ici ne vendent pas dans un objectif d'investir dans leur résidence principale. Donc, c'est plutôt du cas par cas. Julien pose aussi la question: à partir de quel montant la plus-value est-elle imposable? Excellente question, Julien. La plus-value est taxée à partir de 15 000 €. Et ce qui est extrêmement important, alors, des plus-values de plus de 15 000 €. Ça veut donc dire que si vous vous détenez un bien en indivision, que votre plus-value, que votre vente, est inférieure à 30 000 €, vous avez excusez-moi, j'ai manqué de précision sur les termes, je veux revenir sur ce que je viens de vous dire. C'est les ventes supérieures à 15 000 € qui sont taxées de plus-value. Ça veut donc dire que si vous avez une vente de 30 000 € avec 2 indivisaires, ces 2 indivisaires détiennent à 50% le bien. Ça veut donc dire que votre vente à 30 000, c'est 15 000 € chacun. Et vente inférieure à 15 000, vous n'êtes pas taxé de plus-value. Et ce montant, évidemment, il s'opère en fonction du nombre d'indivisaires.
Et ensuite, votre plus-value, elle est taxée dès le premier euro, finalement, qui est généré pour les ventes supérieures à 15 000 euros. Concernant cette réforme qui vient du coup changer les règles pour les loueurs en meublé, sauf pour ceux qui sont en résidence de service, eh bien, on est venu mettre fin au doublement des amortissements. D'un point de vue économique, c'est justifié à partir du moment où, en fait, on a profité d'un avantage fiscal pendant la période de détention. C'est assez anormal qu'au moment de la plus-value, cet avantage ne soit pas réintégré. Alors, quand je dis c'est anormal, c'est d'un point de vue fiscal. Sur toutes les autres fiscalités que nous avons l'habitude de connaître, comme les SCI à l'impôt sur les sociétés par exemple, eh bien c'est le même principe, on profite d'un amortissement et le jour où on cède son bien, eh bien on a un calcul où on réintègre ces amortissements. Eh bien là, c'est presque la même chose, mais pas tout à fait, puisqu'en fait, on bénéficie encore de règles un peu spécifiques. Déjà, je tiendrai à préciser que cette plus-value, elle ne réintègre les amortissements uniquement dans le cadre d'une cession à titre onéreux. Ça veut donc dire que si vous transmettez votre bien à titre gratuit, c'est une donation, vous n'êtes pas concerné. Si vous cessez votre activité, vous n'êtes pas non plus concerné. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. L'amortissement, je voudrais refaire un focus aussi sur l'amortissement et le régime réel, parce que il y a un élément qui est aussi précisé dans les modalités de calcul de ces plus-values, c'est qu'on va réintégrer les amortissements qu'on a utilisés, mais uniquement ceux qui ont été admis en déduction. Alors, imaginons que nous ayons un bien d'une valeur d'un loyer à 13 000 euros, un bien qui a acheté 360 000 euros, et bien sur un bien de 360 000 euros, nous avons des amortissements quasiment à hauteur de 100%, puisque nous avons 12 954 euros. Le gros avantage, c'est que pendant la période de détention, vos amortissements ont permis d'avoir des revenus non fiscalisés, mais s'ils ont créé un déficit, ils n'ont pas permis d'avoir… Enfin, si vos amortissements… déduction faite donc de votre loyer moins vos charges qui sont les charges liées au bien génère un déficit, l'article 39C du Code général des impôts dit que l'amortissement ne peut pas concourir à la production d'un déficit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cet amortissement, il va être stocké sur un compte d'amortissement. Comme il est stocké sur un compte d'amortissement, il n'est donc pas utilisé. Il sera utilisé le jour où on aura un résultat positif. Donc, si il est vendu, si votre bien est vendu et qu'au cours de cette vente, on n'a pas utilisé une partie des amortissements, ceux-ci ne sont pas réintégrés dans le calcul de la plus-value. Ça, c'est important. Sachez qu'en moyenne, seulement 50% des amortissements de la valeur du bien sont utilisés au bout de 20 ans. Pourquoi? Parce que les premières années, si on a un prêt immobilier et si on a des charges de copropriété, par exemple, quand bien même elles sont faibles, eh bien, en fait, on va prendre le loyer, moins les frais supportés sur le dit bien immobilier, donc moins les intérêts d'emprunt sur le bien également, moins toutes les charges qu'on va être amené à supporter. Et donc, on va se retrouver à venir utiliser uniquement les amortissements à hauteur de ce qui reste. Là, sur cet exemple-ci, si on avait un prêt de 360 000 euros, sur la première année, j'utilise seulement 4 000 euros d'amortissement. Et encore, tout dépend, ma première année, je peux aussi faire le choix de déduire mes frais de notaire. Donc, si j'ai déduit mes frais de notaire, eh bien, finalement, j'ai généré un déficit et donc utilisé aucun amortissement la première année. Donc, j'ai été stocké, c'est quasiment 13 000 euros d'amortissement. Donc ça, c'est important à intégrer, qu'on ne va pas prendre en compte tous les amortissements. Ensuite, je voudrais aussi rappeler que ces amortissements, certes, ils sont repris au moment de la vente, mais dans cet exemple-là, ils vous ont permis d'économiser 4 321 € d'impôt par rapport à une location vide. Sous réserve, on compare donc location vide régime réel versus location meublée régime réel.
le gain fiscal est quand même extrêmement important. Alors, dans un contexte où on est dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Pour revenir sur ces nouvelles modalités de calcul, ça veut donc dire qu'on prend le prix de vente, moins le prix d'achat et les amortissements déduits. Si dans cet exemple-ci, j'ai acheté mon bien 240 000 et que j'ai utilisé 173 000 d'amortissement, eh bien, mon calcul va se faire, je vends 360 000 moins finalement les 27 000 et quelques euros. Et donc, je vais avoir une base d'imposition sur une base de 273 000 euros. C'est sur ce montant-ci que serait calculée ma plus-value. Mais après cette plus-value, eh bien, ça dépend à quel moment on va vendre. Donc, je vais revenir avec des exemples un peu plus précis pour que vous puissiez comprendre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'on va prendre en compte uniquement les amortissements qui ont été admis en déduction. Ensuite, toutes les dépenses. Alors, pour les biens neufs, ça veut donc dire qu'on va se retrouver avec, le bien immobilier. Sur le bien immobilier, vous savez, il y a toujours une quote-part du terrain qui ne peut pas être pris en compte pour les amortissements. Et après, ce sont ceux qui sont utilisés. À l'inverse, sur les biens anciens, je vais avoir mon achat de mon bien immobilier et ensuite toutes mes dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration que j'aurai supportées ensuite, après l'achèvement de mon bien. Eh bien, ces dépenses-ci, qui ont généré un amortissement, elles ne vont pas rentrer dans le calcul de la plus-value. Ça veut donc dire que pour les notaires et les experts comptables, avec cette nouvelle règle, ça complexifie finalement la base d'amortissement à prendre en compte. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas de regarder sur son bilan ceux qui ont été pris en compte. Il va falloir ventiler en fonction des travaux qui ont été réalisés. Aussi, pour ceux qui considéreraient qu'au régime du micro-BIC, ils n'ont pas à tenir compte de l'amortissement, c'est une erreur. L'article 50-0 du Code général des impôts dit que les abattements pris en compte sont réputés tenir compte des amortissements selon un mode linéaire. Les abattements sont bien appliqués chaque année, donc ça voudrait dire des amortissements utilisés chaque année et admis en déduction. Pour le coup, nous ne connaissons pas forcément les règles aujourd'hui à appliquer en cette matière-ci. Et comme nous n'accompagnons pas forcément les lois au micro-BIC, nous n'avons pas creusé ce point-ci. Mais en tout cas, c'est extrêmement important de prendre en compte. Je vois une question qui passe, c'est est-ce que les plus-values sont… la réintégration des plus-values est-elle rétroactive sur les amortissements utilisés? Alors, sachez qu'en termes de notion de rétroactivité, ce terme ne peut pas être utilisé. Pourquoi? Puisque si on parle de rétroactivité, ça voudrait dire qu'on revient en arrière sur un principe. Or, ce sont les nouvelles ventes et les nouveaux calculs d'amortissement qui s'appliquent depuis les ventes réalisées depuis le 16 février. Et les nouvelles règles depuis le 16 février disent qu'il faut prendre en compte les amortissements. Donc, finalement, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ça veut dire que sur une vente qui est réalisée à partir d'aujourd'hui, est-ce que ça va venir prendre en compte les amortissements qui ont été utilisés pendant cette période de location meublée? La réponse est oui, mais ce n'est pas un principe rétroactif. Alors, maintenant, prenons un exemple un peu plus concret. Sur une vente, alors je suis partie sur un achat neuf, puisqu'en fait, c'est quand même assez difficile de se projeter avec des travaux. Enfin, en fait, il faut partir sur un bouquet de travaux. Bon, je me suis dit que j'allais prendre l'exemple le scénario le plus dur finalement. J'ai pris cet exemple d'un achat acheté 360 000 euros que je revends 400 000 euros au bout de 20 ans. Je suis partie sur une faible valorisation. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans 20 ans, donc c'est toujours très difficile de partir sur une plus-value. En tout cas, je suis convaincue que l'immobilier continue de progresser dans le temps, donc surtout sur des biens neufs, ça veut donc dire des biens qui répondent à toutes les conditions de performance énergétique. Donc, je pense que ces biens immobiliers continuent de prendre de la valeur dans mon scénario.
Je suis partie exactement sur les mêmes loyers entre la location meublée versus la location vide, quand bien même dans la plupart des cas, nous avons des loyers majorés. Je l'ai fait pour avoir un comparatif égal à égal, pour que vous puissiez aussi voir l'impact sur un même bien avec des mêmes loyers. Dans le cas numéro 1, je vais avoir une plus-value qui va donc être majorée des amortissements utilisés. Et vous voyez que sur mon bien de 360 000, j'ai utilisé au terme des 20 ans 141 481 € d'amortissement. Ça représente 40% dans cet exemple-ci. Donc, on n'utilise pas 100% de son bien. Encore une fois, c'est un exemple concret qui vous le montre. Je vais donc avoir une plus-value qui va être majorée. Et je suis au bout de 20 ans. Je profite d'abattement pour durée de détention. Rappelez-vous, j'ai 19% et 17,2%, mais des abattements à partir de la 6e année. Ça veut donc dire qu'en location meublée, je vais payer 26 937 € au lieu de 1 930 € avant la réforme et l'imposition qui s'applique pour les locations vides aujourd'hui. En revanche, cette location meublée m'a permis d'économiser 86 428 € dans le cadre d'une tranche marginale d'imposition à 30%. C'est pas neutre. Ça veut donc dire qu'au terme des 20 ans, si je compare d'égal à égal un bien immobilier avec le même emprunt, etc., j'ai donc d'un côté économisé 61 420 €, enfin j'ai gagné 61 420 €. Ce gain, il prend compte de l'économie d'impôt que j'ai eu sur mes revenus locatifs, moins ma plus-value qui était majorée ici de 24 000 €, enfin même de 25 000 €. Donc oui, j'ai une majoration de cette plus-value à la fin. Par contre, j'ai quand même les 400 000 €. C'est quand même plus facile pour moi de la payer parce que je perçois 400 000 € à la fin. Et pendant toute ma période de détention, eh bien, je me suis affranchie de payer ces 86 428 € qui représentent sur 20 ans 4 321 € d'impôts. Donc, et de prélèvements sociaux, hein. J'ai oublié de préciser, mais évidemment, tous les scénarios que je donne intègrent les prélèvements sociaux. Ce même montant, et je vois, parce qu'on parle souvent d'une tranche marginale à 30%. Si on était sur une tranche marginale d'imposition à 11%, l'impact est évidemment plus faible, mais on a un gain de 26 629 €. J'ai fait la simulation avant pour que vous puissiez finalement l'intégrer aussi. Donc, on voit qu'il y a quand même encore un gain plus important. Ça veut donc dire que bon an, mal an, j'ai payé 56 000 € d'impôts sur mes revenus locatifs, mais que d'un côté, avec mon calcul de plus-value, voilà comment ça se compense. Ce même bien, si je l'ai vendu au terme des 30 ans, aujourd'hui, nous profitons encore de la plus-value pour abattement de détention, enfin pour l'abattement sur la plus-value pour la période de détention. Ça veut donc dire que dans les deux cas, je ne paie pas d'impôt sur ma plus-value. Donc, dans les deux cas, je vais comparer des loyers versus une fiscalité sur mes revenus locatifs uniquement. Et dans cet exemple-ci, au bout de 30 ans, je ne paie pas encore de plus-value parce que vous voyez que j'ai utilisé 271 000 € d'amortissement sur 360 000. Il me reste encore des amortissements à passer. Et comme il y avait un prêt immobilier dans cette simulation, eh bien finalement, au bout de la 30e année, je n'ai pas encore payé d'impôt sur mes revenus locatifs. Alors qu'en location vide, j'aurais payé 144 675 €. Je gagne donc 144 675 € en comparant ma location vide à ma location meublée. Sur une vente à 400 000, l'impact fiscal, il est quand même pas neutre. Alors, maintenant, je vais passer aux questions. Alors, les questions que vous vous posez, puis après, je vais passer aux questions du chat. J'ai aussi oublié de préciser un point qui est extrêmement important. Beaucoup s'interrogent sur l'amortissement dans le cadre d'un démembrement. Vous savez que quand on démembre, aujourd'hui, on amortit l'usufruit. Si vous avez déjà démembré votre bien, vous allez donc, le jour où
Enfin, si vous avez déjà démembré, ça veut dire que vous avez déjà transmis la nue propriété à vos enfants, sans doute, et donc vous avez conservé l'usufruit. Le jour où vous allez arrêter votre activité, il n'y a pas de traitement de plus-value, donc il n'y a pas de réintégration des amortissements. Sauf à ce que vous souhaitiez vendre votre usufruit. Mais je serais surprise que dans une stratégie comme celle-ci, vous décidiez de vendre votre usufruit. En général, vous avez démembré dans un objectif où le jour où finalement vous êtes amené à disparaître, eh bien, ce bien revient en pleine propriété à vos enfants. Donc, il n'y a pas de réintégration des amortissements à ce moment-là. Alors, des questions qui ont été posées aujourd'hui par nos clients ont été de se dire, est-ce que je dois retirer mon bien de l'actif? La réponse est surtout pas. N'oubliez pas que vos amortissements, c'est eux qui vous permettent de ne pas payer d'impôts ou d'en payer le moins possible. On a mis en place une grille d'amortissement ici, donc c'est l'exemple que j'avais au démarrage. Sur un bien à 13 000 €, eh bien, j'avais des amortissements qui étaient estimés à 12 300, enfin quasiment 100%, puisqu'on était sur un bien neuf. Ça veut donc dire que si vous sortez votre bien de l'actif, bon an, mal an, vous allez payer 4 321 € d'impôts pendant votre période de détention, en fait. Donc, ça n'a plus aucun intérêt d'opter pour le régime réel de la location meublée. Donc, il ne faut pas se précipiter dans ces conclusions. Regardez avec votre comptable si vous vous interrogez, mais il vous confortera dans la prise de décision de conserver le bien à l'actif de votre activité de location meublée. Autre question, dois-je opter pour le régime du micro-BIC? Bien là, c'est pareil, puisque l'article 50-0 du CGI vous indique que dans vos abattements, donc 30% ou 50%, il y a la réintégration des amortissements, selon un mode linéaire. Eh bien, ça veut donc dire que le notaire prendra en compte la valeur de votre bien et donc vous ne pouvez pas échapper à l'amortissement en étant en location meublée au régime du micro-BIC. Dois-je passer en location vide avant de vendre? Alors ça, c'est une réflexion évidemment que nous entendons et elle est logique comme référence. Mais attention, si vous cessez votre activité, vous basculez en location vide sans avoir un intérêt économique derrière, ça veut donc dire que votre objectif, il est purement fiscal. Si vous êtes dans un objectif purement fiscal, vous tombez dans un abus de droit. Donc, attention, vérifiez la motivation, les raisons pour lesquelles vous basculez ou vous cessez votre activité. Si votre motivation est légitime, dans ces cas-là, oui, vous allez pouvoir arrêter votre activité. Si elle n'est uniquement dans un intérêt, vous vous exposez à une requalification d'abus de droit. Isabelle dit, c'est quoi un intérêt économique? Eh bien, écoutez, vous pourriez, par exemple, je n'ai pas suffisamment d'exemples parce qu'on ne s'est pas confronté à la réalité du terrain, mais j'imagine que si vous arriviez dans une phase, vous êtes en 15e année, que votre mobilier commence à être obsolète et que vous avez programmé, vous êtes obligé de changer votre mobilier. Votre état des lieux le mentionne, que vous avez un état des lieux qui est un mobilier qui est vraiment vétuste et qu'il faut le changer. Et puis vous projetez de vendre votre bien à 24 mois, par exemple, parce que vous avez besoin de ces sommes d'argent pour financer les études de vos enfants. Vous réunissez, ça veut donc dire qu'il faudrait que vous puissiez réinjecter de l'argent pour pouvoir poursuivre cette activité de location meublée et l'impact de frais versus les loyers à gagner ne serait sans doute pas suffisant pour vous. Peut-être que même vous auriez du mal à les financer et que raison de cette difficulté financière qui s'imposerait à vous et des faisceaux, des éléments qui se cumulent, eh bien, vous décidez tout simplement d'arrêter la location meublée. Je pense qu'un exemple comme celui-ci est tout à fait justifié. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans un abus de droit. Mais attention, ça veut dire que vous allez réunir tous les éléments de preuve. Votre état des lieux, il est clair. Votre mobilier, il est abîmé. Ce n'est pas vous qui le décidez à un instant T. Donc, je donne un exemple comme celui-ci. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. C'est vraiment la réalité du terrain qui doit expliquer. Il
Yafa dit pour la résidence principale louée en Airbnb. Donc là, maintenant, je vais répondre aux questions pour la résidence principale qui est louée en Airbnb. Si vous vendez votre résidence principale, Yafa, aujourd'hui, vous profitez d'une exonération de la plus-value. Donc, à partir du moment où vous avez même si vous avez une réintégration, dès lors que vous êtes exonéré, vous n'êtes pas concerné. Aujourd'hui, qui contacter pour faire le calcul d'imposition de la vente d'un bien LMNP, histoire d'avoir une idée du montant d'impôt? Alors, Olivier, vous pourriez contacter un notaire, vous pourriez éventuellement contacter votre propre expert comptable. La problématique, c'est que l'un ou l'autre, on va être sur des sujets théoriques. Et tant que la vente n'est pas réalisée, finalement, toutes les informations qu'on va vous donner ne sont pas vraiment bonnes. Sachez juste que d'ici quelques semaines, on va mettre à disposition un simulateur qui vous donnera une tendance, comme les montants que j'ai indiqués ici. Très prochainement, Amarissimo va mettre à disposition ce simulateur. D'ailleurs, je le publierai très certainement avant qu'il soit sur notre site internet, un fichier Excel, celui que j'utilise et qui me permet de vous donner ces projections. Donc, je le publierai sans doute sur LinkedIn. N'hésitez pas à me suivre. Je publie d'ailleurs beaucoup d'actualités sur LinkedIn dès qu'on a des informations. Donc, on va le mettre en téléchargement très prochainement. On attend juste qu'il soit un peu mieux mis en forme par notre service marketing avant de vous le transmettre. Corinne dit, est-il judicieux de moins amortir pendant la période d'exploitation du bien loué afin de ne pas faire exploser la plus-value et la taxation? À mon sens, non, Corinne, puisque dans les premières années, en général, vous n'utilisez pas 100% de vos amortissements. C'est vrai que votre réponse, c'est du cas par cas. On ne peut pas en faire une généralité. Tout dépend de votre rendement locatif. Vous êtes sur des rendements à 10%, on utilise 100% des amortissements. Mais si vous êtes sur des investissements à 4-5%, une partie de vos amortissements ne sont pas utilisés. Donc, je ne suis pas sûre que c'est du sens, puisque si vous vendez à 15-20 ans, de toute façon, on l'a vu dans mon exemple, là, tout à l'heure, je n'ai utilisé que 40% des amortissements à 15-20 ans, à 20 ans. Donc, cependant, ce que je vous dis, ça va dépendre, c'est du cas par cas. Quels sont les critères à prendre en considération pour changer de régime? Alors, Emmanuel, je suis navrée, je n'ai pas bien compris votre question. Pour changer de régime, alors si on vous parlait d'une location vide à une location meublée, eh bien, c'est un choix personnel si vous décidez d'arrêter dès lors que vous poursuivez votre activité locative. Si c'était votre question, je pense avoir répondu. Est-ce que l'âge peut être un critère d'arrêt d'activité? Exemple, plus de 75 ans. Patricia, je ne pense pas que l'âge peut être un motif. Vous pouvez avoir le droit d'arrêter votre activité. Ça, il n'y a aucun problème. Peu importe l'âge, on a le droit d'être agacé, fatigué de son investissement locatif. En revanche, quand on arrête, il n'y a pas de traitement de plus-value. C'est au moment où vous allez vendre. Si c'est concomitant, vous cessez que vous vendez derrière, dans les mois qui suivent, il va y avoir une réintégration des amortissements. Une indivision sur un bien réparti 10% père et 90% fils oblige donc à faire du LMNP au réel du coup, si j'ai bien compris. Donc un bail au nom des deux, tout à fait. C'est tout à fait ça, Caroline. Myriam, client qui ne paye pas d'impôt sur le revenu, peut-on, dans la déclaration d'impôt 2025, arrêter purement et simplement d'amortir le bien et de ne pas utiliser le stock d'amortissement? Oui, c'est du cas par cas. On peut regarder, mais c'est du cas par cas. Ça va se regarder parce que ça va aussi se regarder en fonction de la projection de la vente. Marie, je suis débutante. Les plus-values, c'est bien en cas de vente. Vous avez tout à fait raison, Marie. C'est vraiment quand on vend. Comment déclarer les loyers perçus en BIC? Quand vous êtes en bénéfices industriels et commerciaux, Marie, vous avez deux options, soit le micro, soit le réel. Le micro, si vous prenez le montant du loyer, vous avez un abattement qui va s'appliquer. Le régime réel, c'est tout simplement un bilan comptable à réaliser. Donc, soit vous prenez un logiciel qui vous réalise vous-même. Par exemple, chez Amaris, on a un outil solo où vous pouvez faire en solo
la déclaration, qui va tout télétransmettre à l'administration fiscale, ou vous confier à un expert comptable comme à Maryse, qui va aussi pouvoir vous accompagner. Je pense que dans votre cas, Marie, il est important de faire un point avec nos services. Sachez que notre premier rendez-vous, il est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Vous prenez un rendez-vous sur notre site, à Marissimo, et on échangera avec vous sur les meilleures options. David, si on cesse l'activité en meublé et qu'on loue en nu en cas de revente, dois-je réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value? Ma réponse de puriste, c'est à mon sens, on devrait les réintégrer. En revanche, le jour où vous allez vendre, votre notaire va vous demander comment vous exploitez. Vous allez sans doute répondre que vous êtes en location vide. Il va sans doute ne pas prendre en compte les amortissements. Quentin, je suis preneur de cet exemple sur 10 années pour trancher s'il faut vendre maintenant. Eh bien, écoutez, je vais essayer de le faire en direct. Je l'ai fait il y a très peu de temps, cet exemple d'ailleurs, et qui donnait un gain étal. J'essaie de le faire sur 10 ans. Hop. Alors, sur 10 ans, je ne sais pas si la plus-value serait similaire, hein, mais je regarde tout de suite. Pardon, ça prend un peu de temps pour les autres. Sur 10 ans, eh bien, le gain serait seulement de 17 000 €, mais il éviterait quand même de payer 4 000 € d'impôts par an. Donc, gain plus faible évidemment les premières années, mais parce que là aussi, j'ai mis une plus-value de 40 000 €. Benjamin, les amortissements à réintégrer dans le calcul de la plus-value sont amortissement construction et amortissement installation technique et agencement, terme issu du grand livre. Alors, Benjamin, il va falloir prendre en compte dans votre bien, est-ce que vous avez acheté un bien neuf et auquel cas c'est 100% des amortissements qui ont été utilisés, ou est-ce que vous avez acheté un bien ancien et vous avez réalisé des travaux post-achèvement. Donc, si vous avez réalisé des travaux post-achèvement, il va falloir ventiler ce que vous voyez aujourd'hui dans le bilan comptable. Malheureusement, vous ne pouvez pas le voir vous-même comme ça, et même nos comptables aujourd'hui, et tous les comptables de la place finalement, avec un compte d'amortissement. Ça veut donc dire qu'il faudrait retraiter. Ce que vous pourriez essayer de faire pour avoir une vision macro, c'est si vos travaux représentaient moins 30% de la valeur de votre bien, peut-être que vous retraitez et vous prenez que 70% des amortissements utilisés, et bon an mal an, ça vous donnerait une idée. Est-il possible de mettre en pause le LMNP? Nicolas pose la question, j'ai un logement à titre gratuit d'un enfant. Bien sûr, Nicolas, vous pouvez tout à fait mettre en pause votre activité de location meublée. En fait, vous pouvez même la clôturer, la rouvrir plus tard, pas de problème. Les améliorations énergétiques sont-ils prises en compte dans l'amortissement lors d'une vente? Non, ce sont des travaux d'amélioration, donc pas de réintégration. On va les déduire en période de revenus locatifs, mais ils ne seront pas pris en compte. Comment sont traités les travaux de copropriété sur les parties communes? De la même manière, Isabelle, ils vont être amortis, mais ils ne seront pas réintégrés. Sera-t-il possible d'accéder à la présentation du PowerPoint? Vous allez avoir accès à un replay. En cas de cessation d'activité complète, il n'y a pas de réintégration des amortissements pour le calcul de la plus-value. Je vends tous les appartements. Alors, Romain, si, à partir du moment où vous… Alors, attendez. Vous arrêtez votre activité pour vendre. Donc, quand vous allez vendre, on va bien réintégrer vos amortissements. Pardon. À la différence d'une cessation, parce que vous arrêtez pour reprendre, vous arrêtez pour en faire une résidence secondaire ou pour faire des travaux pour réhabiliter et faire une résidence principale. Auquel cas, vous arrêtez purement et simplement, mais vous ne vendez pas, là, il n'y a pas de réintégration. Quand vous dites « nous ne sommes pas imposés si nous finissons notre activité », donc si nous clôturons notre sirène car nous n'avons qu'un seul bien dessus, est-ce considéré comme une fin d'activité? Oui, ça c'est une fin d'activité. Clôturée. Si on cesse l'activité, ça veut dire qu'on ne loue plus en LMNP? Oui, c'est ça, vous arrêtez de louer en LMNP. La durée de détention est calculée à partir de la durée d'achat ou de la mise en location? De la durée d'achat, Nadia. L'exonération sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux est depuis la durée de détention totale? Oui, tout à fait, Catel. C'est vraiment à la date d'achat versus date de vente. Pourrions-nous avoir les slides? Donc, vous avez un accès.
j'ai un bien en tourisme avec un bail commercial et un gestionnaire exploitant. Ce type de bien est donc concerné par le nouveau calcul de prix de vente. Oui, Emmanuel, ce bien est concerné, même s'il y a des actions qui sont menées aujourd'hui pour qu'il y ait une évolution de cette réforme fiscale, de sorte à ce que les biens de tourisme soient exonérés comme les autres biens. Mais je n'ai aucune certitude de l'aboutissement. Avec cette nouvelle réforme pour un proprio qui était en meublé non professionnel et en réel, si je dois vendre demain, que dois-je faire pour ne pas impacter la plus-value? Eh bien, détenir votre bien le plus longtemps possible. Clairement, l'immobilier, c'est des biens de conservation. L'objectif, si vous avez plusieurs biens immobiliers, eh bien l'objectif finalement, c'est de se dire que vous allez arbitrer entre votre patrimoine, vos patrimoines vides, par exemple, et vos biens meublés. Et dans ces cas-là, vendez plutôt un bien vide plutôt que celui-ci. Mais l'idée, c'est de le détenir le plus longtemps possible pour ne pas être impacté, ou alors de transmettre et de démembrer. C'est une belle stratégie également. Voilà, bien écoutez, on va terminer cette webconférence. Je vois qu'il reste quelques questions. Je prendrai ces questions et je répondrai par écrit à ces questions. On les publiera sans doute sur notre site internet ou sur une newsletter dans les prochaines semaines, de sorte à ce que vous ayez des réponses concrètes. Merci encore à tous pour votre participation. N'hésitez pas à soumettre vos propositions pour les nouvelles webconférences. C'est toujours un plaisir de vous accompagner. N'hésitez pas aussi à mettre des avis Google. Merci à tous et à très bientôt.